Salut tout le monde, bienvenue à Recta Ratio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pertinent, la construction du régime international de lutte contre le racisme et de promotion de l'égalité raciale. Ce régime a commencé par le débat général sur les droits de l'homme, mais s'est concentré sur des questions spécifiques visant ce groupe vulnérable. En conséquence, il y a eu de la construction d'instruments juridiques visant la question dans plusieurs pays. L'un des premiers instruments de droit international liés à la lutte directe contre la discrimination raciale, d'une manière spécifique, a été approuvé dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, une agence spécialisée des Nations unies créée en 1919, avant même de la formation du système des Nations unies. Dans cette organisation, les documents sont approuvés par la Conférence internationale du travail par délibération tripartite par l'intermédiaire de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs de chaque État membre. Alors, la Convention numéro 111 concernant la discrimination de l'emploi et de la profession, l'OIT 1958, représente l'un des jalons de la lutte contre la discrimination raciale car elle traite de l'un des domaines les plus importants de la vie sociale dans lequel effectivement la discrimination est monnaie courante, manière indirecte et avec de larges répercussions sur la trajectoire des individus. La Convention numéro 111 est l'une des normes fondamentales de l'OIT qui ne nécessite pas de ratification par les États partis pour son respect et est considérée avec un ensemble spécifique de conventions comme un pilier de la plus récente directive sur le travail décent. L'OIT a présenté le concept de travail décent comme occupation productive et correctement rémunérée, exercée dans des conditions de liberté, d'équité et de sécurité, capables de garantir une vie digne. Selon la déclaration de l'OIT sur le principe et les droits fondamentaux du travail, tous les membres, même s'ils n'ont pas ratifié les conventions précitées, sont tenus par leur appartenance à l'organisation de respecter, promouvoir et mettre en œuvre de bonne foi et conformément à la Constitution les principes relatifs aux droits fondamentaux qui sont l'objet de cette convention, c'est-à-dire l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession comme un. Les concepts de travail décent présentés par l'OIT comme un résumé de sa mission mettent en avant la lutte contre la discrimination comme l'un de ses principaux éléments. En ce qui concerne la notion de discrimination, la convention précitée contient des définitions suivantes. Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la région, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale, qui a pour effet détruire ou altérant l'égalité des chances de traitement en matière d'emploi ou de profession. L'instrument suivant a collaboré au débat sur le régime international de la lutte contre le racisme et la discrimination a été la Convention sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation approuvée en 1960 dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la technique. C'est l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO. En effet, la question de la discrimination était présente dès le plus jeune âge de cette organisation. En 1948, le Conseil économique et social des Nations Unies avait demandé à l'UNESCO d'élaborer des lignes directrices et des actions dans les domaines scientifiques et éducatifs en vue d'éliminer les préjugés raciaux. 2 ans plus tard, la conférence générale de l'UNESCO adresse la même demande à son directeur général. Cette convention traite de la lutte contre la discrimination et de la garantie de l'égalité des chances de traitement en matière d'éducation, 1960. Elle est considérée comme la confrontation de discrimination liée à l'accès au type, niveau et degré d'éducation, ainsi que la qualité ou conditions dans lesquelles elle est dispensée. Et le traité défend l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, l'élargissement des autres niveaux et l'égalité des chances de traitement pour tout. Il souligne donc, en plusieurs parties, la nécessité non seulement de promouvoir l'égalité d'accès, mais aussi de veiller à ce que les établissements et les conditions d'enseignement ne soient pas différenciées. Cette convention a apporté avec la notion de discrimination. Alors, toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, d'opinion publique ou de toute autre opinion, de l'origine nationale ou sociale, de la fortune ou de la naissance,
a pour objet ou pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'éducation, et surtout priver toute personne ou un groupe de personnes de l'accès à différents types ou degrés d'éducation, limiter à un niveau inférieur de l'éducation de toute personne ou groupe, établir ou maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes de personnes, ou d'imposer à toute personne ou groupe de personnes des conditions incompatibles avec la dignité de l'homme. Dans les années 1960, la dynamique de lutte contre le racisme et la discrimination, l'action raciale, a été particulièrement portée par certains mouvements, notamment la lutte pour les droits civiques des Américains, la lutte contre le colonialisme et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Aux États-Unis, plusieurs mouvements internes ont revendiqué les conditions de ségrégation extrême, principalement dans les États du Sud. Adeptes du Black Power, les Black Panthers, ont rejoint des leaders comme Martin Luther King, des marches, des discours et des combats. En 1963, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans une résolution, et en juillet de l'année suivante, les États-Unis ont proclamé le Civil Rights Act. L'entrée de nouveaux membres à l'ONU avec l'indépendance de plusieurs anciennes colonies fait passer le nombre d'États membres de 85 à la fin des années 1950 à 128 à la fin des années 1960. Les années 1960 peuvent être considérées comme une étape importante dans la lutte contre le racisme, puisque les principaux instruments juridiques que constituent la base de ce régime international ont été approuvés à cette époque. Les manifestations de racisme et de discrimination raciale que se sont produites dans diverses parties du monde ont conduit à la résolution 1904 des Nations Unies, qui a approuvé la Déclaration des Nations Unies de 1963 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La déclaration est claire et condamne les politiques de ségrégation raciale du gouvernement, tout en soulignant le besoin urgent d'éliminer la discrimination raciale. Pour cela, elle affirme la nécessité d'adopter les mesures nationales et internationales. Les comités audités pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été créé, qui réaffirme la nécessité pour les États parties de promouvoir la compréhension entre toutes les races et d'élaborer une politique d'élimination de la discrimination raciale. Condamne aussi la propagande et les organisations basées sur des théories et des idées de supériorité, défend le droit à l'égalité de traitement, à la sécurité et à la protection de la personne. Les droits politiques aussi, les droits civils, les droits économiques, sociaux et culturels, et le droit d'accéder à tout lieu ou service à l'usage du grand public. En 1970, ce comité est devenu actif. Il convient de préciser que pour cette déclaration, la discrimination raciale est toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice sur au même niveau, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, culturels ou dans tout autre domaine de sa vie. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la décennie commençant en 10 décembre 1973, la décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Les programmes d'action de la décennie comportaient des objectifs et des buts tels que la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, l'éradication des préjugés raciaux, du racisme et de la discrimination raciale, ainsi que la fin de tout régime raciste référence directe au régime d'apartheid. 10 ans plus tard, l'ONU proclame à nouveau, à partir de 1983, la 12e décennie de lutte contre le racisme et la discrimination raciale qui s'achève en 1993. La 12e décennie est la période d'approfondissement des actions contre le régime d'apartheid. En 1993, la 12e conférence mondiale sur les droits de l'homme s'est tenue à Vienne et le document de la conférence affirmait l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme. De la même manière qu'auparavant, la 3e décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale a été proclamée en 1993 par l'Assemblée générale, la période jusqu'à 2003. Au cours de la
troisième décennie, l'avancée de travaux plus orientés vers la promotion d'actions visant à l'égalité raciale, puisque la lutte contre l'apartheid avait déjà été couronnée de succès. La troisième conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui a été associée, tenue à Durban, Afrique du Sud, en 2001, peut être considérée comme l'un des moments les plus significatifs de l'élaboration du régime international de lutte contre le racisme. Au terme de ce processus, la conférence a pris un autre nom, la Conférence mondiale sur le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée. Enfin, il convient de noter que dans le cadre de l'année nationale des personnes d'ascendance africaine 2011, la rencontre ibéro-américaine de l'année internationale Afro 21 s'est tendue à Salvador. Deux documents pertinents ont résulté de la réunion, la déclaration de Salvador et la lettre de Salvador. La déclaration signée par les chefs d'État et d'autres représentants du gouvernement a innové en décidant de créer l'Observatoire des données statistiques sur les personnes d'ascendance africaine en Amérique latine et dans les Caraïbes, du Fonds ibéro-américain au profit des personnes d'ascendance africaine par des contributions volontaires et inauguration de la décennie des personnes d'ascendance africaine en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et dans la lettre préparée par les représentants des organisations sociales de la région, en plus d'aborder les principales questions liées aux afrodescendants, la création du centre de la mémoire historique du Forum mondial des afrodescendants était proposée aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce thème-là. Aimez et partagez notre chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo.